Bonjour et bienvenue sur ce compte-rendu sur la synthèse en chimie organique. Pour commencer, nous allons voir ce qu'on a travaillé en cours, la synthèse de l'aspirine et celle du paracétamol. Ensuite, on verra ce qu'on a observé pendant les TP, les mécanismes réactionnels et la chimiosélectivité. Alors, la synthèse de l'aspirine, ou de son vrai nom, l'acétylsalicylique. Dans un premier temps, le montage réactionnel. On a introduit dans un Erlenmeyer 3 g d'acide salicylique, 5 ml d'anhydride éthanoïque, 2 gouttes d'acide sulfurique. On a ensuite fait chauffer le tout pendant 20 minutes environ à 70 degrés Celsius dans un bain-marie. Si on a choisi un tel montage à reflux, c'est tout simplement pour porter à ébullition les réactifs, même si ce n'est pas trop le cas ici, mais surtout pour chauffer, créer et accélérer la réaction. C'est donc un catalyseur. Ensuite, une fois qu'on a chauffé le tout, on a refroidi l'Erlenmeyer dans un cristallisoir rempli d'eau froide. On a constaté une cristallisation lente, donc une formation de solide, et on a voulu accélérer le tout en frottant en introduisant des puretés dans l'Erlenmeyer, en frottant le fond du récipient à l'aide d'un tube en verre mélangeur. Après, une fois qu'on a obtenu les cristaux dans un état solide, on a voulu les enlever des liquides et de ne recueillir qu'eux. On a donc filtré par un Büchner qui était sous pression réduite pour mieux filtrer les liquides et ne garder que les cristaux. Ensuite, pour finir, nous avons laissé reposer pendant 2 heures les cristaux obtenus solides. Après, on a réalisé une chromatographie sur couche mince comparative de l'aspirine commerciale, l'aspirine générique, l'aspirine synthétisée, celle que l'on avait fait, et l'acide salicylique, le produit de base. Après constatation et observation de la chromatographie, on en a déduit que notre aspirine synthétisée n'était pas pure. Passons donc à la synthèse du paracétamol. Le montage réactionnel. Légèrement différent cette fois-ci, vu qu'il contient un montage à reflux réfrigéré par de l'eau, tout simplement parce que la présence en liquide était plus importante et que les risques de projection étaient donc plus grands. Donc, on a ajouté dans l'Erlenmeyer 2,7 g de paracétamol, de para-aminophénol, le produit de base avec lequel on va synthétiser le paracétamol, 20 ml d'acide éthanoïque, le solvant. On a à nouveau chauffé à 70 degrés et ensuite, on a refroidi le mélange rapidement pour y intégrer 5 ml d'anhydride éthanoïque. Puis nous avons recommencé le chauffage. Ensuite, on a refroidi pour de bon dans un cristallisoire lui aussi rempli d'eau froide. On a constaté aussi une cristallisation, bien que les cristaux soient beaucoup moins grands. On a procédé par la même étape. On a frotté le tube, on a frotté le fond avec un tube en verre pour y introduire des impuretés. Ensuite, là aussi, filtration sur Büchner. On a récupéré les cristaux en les séparant des liquides et on les a laissés reposer pendant 2 heures. Après la chromatographie, donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un mécanisme réactionnel? Alors voici la réaction entre le para-aminophénol, qui possède donc un groupe caractéristique hydroxyle et un groupe caractéristique amine, avec l'anhydride éthanoïque, donc qui vont réagir
pour donner du paracétamol et de l'acide éthanoïque. Donc à l'échelle microscopique, cette réaction peut se décomposer en plusieurs étapes. Ce sont les mécanismes réactionnels. À chaque étape, il y a donc des mouvements de doublet d'électrons des sites donneurs d'électrons vers les sites receveurs d'électrons. Par exemple, lors de la première étape donc de la réaction du paracétamol, on va avoir un atome d'azote ici, avec donc un doublet non liant qui va être plus électronégatif que l'atome d'hydrogène et qui va donc avoir tendance à venir partager ce doublet d'électrons non liant avec l'atome de carbone qui est ici et qui possède une charge partielle delta plus. Et donc la flèche courbe qui correspond à cette étape va donc être du donneur vers le receveur. On remarque donc la formation d'un cation d'azote qui a une charge plus en excès et donc d'un anion d'oxygène qui est dû donc à cette double liaison qui est venue sur l'oxygène former un doublet non liant, puisque le carbone qui est ici ne peut faire que 4 liaisons. En deuxième étape, donc, on va faire les flèches qui expliquent la rupture et la formation des liaisons. Donc on a ici un doublet, donc le doublet non liant de l'oxygène qui va venir se mettre entre le carbone et l'oxygène pour former la double liaison que l'on retrouve ici, et donc ainsi, dans ce cas, l'oxygène qui est ici va venir récupérer ce doublet liant, car encore une fois le carbone ne peut faire que 4 liaisons, ce qui va donc donner ici un anion d'oxygène, donc un O-. Et enfin, donc la troisième étape, donc on observe que N, donc l'atome qui est un cation, et il est plus électronégatif que l'hydrogène qui est ici, et donc il va venir récupérer la liaison entre les deux pour en faire un doublet donc non liant, et donc l'hydrogène lui va venir se fixer sur l'oxygène qui était donc un anion que l'on retrouve ici. Et donc ici le doublet non liant de l'azote qui a été repris d'ici. On a ainsi formé donc du paracétamol et de l'acide éthanoïque. Passons maintenant au mécanisme de l'aspirine. Donc pour l'aspirine, cela fonctionne exactement de la même façon. On va donc avoir l'acide salicylique qui comporte un groupe hydroxyle et un groupe carboxyle qui va réagir avec l'anhydride éthanoïque pour former donc de l'aspirine et de l'acide éthanoïque. Donc en première étape, on va voir que l'oxygène qui est ici va venir mettre en commun donc son doublet non liant avec le carbone qui se trouve ici, donc que l'on retrouve ici. Et donc l'oxygène qui est ici, qui est plus électronégatif que ce carbone, va venir récupérer le doublet liant ici et va donc devenir un anion ici, puisque le carbone qui est ici donc ne peut faire que 4 liaisons. Voilà, donc en deuxième étape, on va avoir donc cet oxygène donc, qui est un anion qui va venir mettre une de ces liaisons, un de ces doublets non liants
entre le carbone et l'oxygène, donc pour former une double liaison que l'on retrouve ici. Et donc l'oxygène qui est ici, lui, va récupérer cette liaison pour en faire un doublet non liant que l'on retrouve ici, et donc devenir un anion, car le carbone qui est ici ne peut avoir que 4 liaisons. Et enfin, donc, en troisième étape, on voit que l'oxygène qui est ici, qui est un cation, va récupérer la liaison donc faite entre cet oxygène et l'hydrogène. Et donc, pour être ici, avoir deux doublets non liants. Et cet hydrogène va donc venir se coller sur cet oxygène qui était un anion, et donc que l'on retrouve ici. La chimiosélectivité. Donc un réactif est chimiosélectif lorsqu'il ne réagit qu'avec un seul groupe caractéristique d'une molécule polyfonctionnelle, c'est-à-dire d'une molécule possédant plusieurs groupes caractéristiques. Nous l'avons très bien vu donc lors du TP, lors de la synthèse du paracétamol, avec l'anhydride éthanoïque qui avait donc le choix de réagir avec soit le groupe amino ou le groupe hydroxyle, et donc qui a réagi avec le groupe amino pour former du paracétamol, puisque celui-ci est plus nucléophile. Ainsi, l'anhydride éthanoïque, qui peut réagir donc avec les deux groupes, a sélectionné le groupe avec lequel il allait réagir. C'est la chimiosélectivité. Et nous en finissons donc ici avec ce compte rendu. Merci.